are you doing today? Good? I think we had an amazing start of Affins. I'm very proud, very happy to have you all for this very special session. I'm Coralie Lolio. I'm the head of what we call Women Working for Change. And I want to tell you a little story. So I was going through the news last week, and what did I see on the front page of the Times Magazine? The following article with the following title: Businesses with Better Gender Balance. Alors, la semaine dernière, je lisais un article et il se disait que les affaires marcheraient mieux avec les femmes. Et quand j'ai appris cela, j'étais très intéressé. Et comme vous pourrez voir, nous avons donc des femmes PDG sur le continent. Et nous savons que la diversité genre est une bonne chose pour les affaires. Et surtout lorsqu'il s'agit des stratégies financières au sein d'une société. Et donc, lorsque vous voyez les sociétés ou bien les sociétés économiques, vous allez voir qu'il y a, comme je l'ai dit, cela a dirigé donc à amener la diversité de genre au-delà de mesures. Et ça nous véhicule un bon message. Simplement, nous devons comprendre que la diversité de genre peut contribuer à 10% au PIB du continent africain, pour pouvoir aussi combler la lacune qu'on a en matière de contribution économique. Et nous pouvons contribuer autour de 20 milliards de dollars à l'économie ou bien au PIB lorsque nous voulons donc apporter nos contributions. Cela veut dire qu'il faut penser à la diversité et penser à des stratégies commerciales pour savoir le changement qu'on peut apporter au monde aujourd'hui. Et c'est toujours parce que nous sommes là en train de nous battre avec avec les unes et les autres et comment impliquer les filles. Et nous allons parler de 53% des femmes dont nous parlons. Et si nous voulons donc apporter la question de l'inégalité, c'est ce que je voudrais qu'on puisse discuter et débattre. Et donc, l'inégalité des femmes n'est pas aussi une question facile. Et à ce niveau, il y a des décisions à prendre. Et il y a aussi des facteurs qui contribuent à ce scénario. Et comme je devais le dire, que c'est facile c'est difficile de couper avec une personne qu'on ne maîtrise pas que de couper avec une personne qu'on connaît. Et donc, souvent, j'entends des PDG dire que lorsque vous voyez le document stratégique, vous ne voyez rien sur le genre, sur la diversité de genre. Il n'y a pas de données, il n'y a pratiquement rien. On se pense sur certaines questions telles que les femmes et les questions portant genre. Et en fin de compte, les femmes sont mises au niveau des travaux apparemment inférieurs à ce que font les hommes, ce qui ne devait pas être le cas. Et donc, c'est là le problème que nous avons. Et au même moment, plus de femmes ont la capacité, la technicité d'être des dirigeantes. Et nous savons que nous sommes ici dans cette salle comme des dames. Et pour préparer cet événement, j'ai travaillé avec des femmes qui opèrent et qui ont travaillé dans cette industrie. Et aujourd'hui, nous
avons plusieurs de ces femmes euh, qui ont réussi à briser la glace, comme on le dit, mais elles ont réussi à transformer l'industrie. Alors, les gens qui sont ici pour travailler avec nous, je voudrais vous dire que nous sommes appelés à façonner et à créer une nouvelle industrie pour avoir une percée viable, même penser à une organisation pour toute l'industrie. Et il y a donc une déclaration d'espoir pour les leaders futurs et que les femmes deviennent des pionnières. Et sans perdre de temps, je voudrais que nous comprenions la raison pour laquelle nous sommes ici et savoir que nous pourrons évoluer en tant que femmes et autres, surtout en identifiant les composantes, les opportunités, les défis et aussi et voir les progrès et les innovations connues au niveau de l'industrie financière. Je vais inviter Madame Traoré, CEO. Et donc, on a vu Robsir. Elle est donc le partenaire, un panéliste de cette session. Et elle est la présidente de l'Alliance générale depuis septembre 2023. Et avant cet engagement, elle était donc la première dame à occuper à être nommée PDG Alliance Africa et l'unique femme noire au sein du conseil d'administration du Alliance. Et non seulement ça, elle a aussi obtenu une position antérieure à cela comme directeur en dirigeant de poste au niveau du groupe. Et sans perdre de temps, souhaiter la bienvenue à notre sœur. Merci pour l'invitation et pour la venue ici. Je voudrais que mon équipe ici reconnaisse ma présence et des hommes qui sont dans l'équipe. Nous voulons des femmes, mais nous sommes heureux de voir qu'il y a des hommes pour soutenir cette initiative. Ce que je voudrais faire, c'est que de parler de ce que j'ai pu faire. Il y a des femmes qui m'ont inspiré de par certaines dernières années et qui sont celles-là et donc des gens qui ont eu à travailler avec nous. Et je voudrais me focaliser sur trois domaines, l'agriculture, l'éducation et la mine. Et ce que ces femmes ont fait dans leurs différents domaines pour transformer l'industrie, parce que l'Afrique aussi contribue à l'économie. Je vais commencer par l'éducation, avec l'éducation. Nous savons qu'il n'y a pas raison de changer l'économie africaine sans éduquer les femmes en particulier. Et lorsque nous voyons la population africaine en particulier, surtout dans ce secteur, vous allez voir que ça fait correspond à environ 52%, mais c'est seulement 20% qui sont employés dans ce secteur. Il manque de formation, de sensibilisation, elles n'ont pas d'opportunité et on leur a dit qu'elles ne peuvent pas faire mathématiques. Et je me rappelle quand j'étais encore élève, on disait que les filles ne pouvaient pas faire les maths et autres, et les hommes, les garçons plutôt allaient au niveau dans le secteur mathématique. Et donc, ce que Maïmouna a fait, c'était, elle a pratiquement 35 ans, elle travaillait en tant que journaliste et elle gagnait bien sa vie, mais elle s'est dit qu'il y a un vide là et que je dois aller combler. Et donc, elle doit aller
en Côte d'Ivoire et dans un milieu rural et qu'on fait former donc des filles, celles qui n'ont jamais travaillé sur les ordinateurs et autres. Et elles s'étaient dit qu'il était nécessaire de créer cet éveil de conscience au niveau de la base. Et je vais en parler et partager quelques données avec vous. L'économie des Nations Unies, 32% du PIB et c'est seulement 30% pour, 13% par les femmes. 24% des femmes utilisent l'Internet comparé aux hommes. Et dans la science et la technologie, seulement 20% des femmes qui sont nanties dans le domaine. Et je vais aux chiffres lorsqu'il s'agit des chiffres financiers. L'opportunité estimée pour les femmes, si elles sont formées dans la technologie, c'est 40 milliards de valeurs du marché économique, du marché électronique en Afrique. Lorsque vous voyez la valeur au niveau des réseaux sociaux, nous parlons de 16 millions de milliards de dollars. Et nous voyons ce qui a été généré à travers la technologie mobile et 154 milliards. Et comme je l'ai dit plus tôt, les femmes ne sont pas incluses dans ce domaine-là. Elle a été soutenue par nous à cause de Alliance Group et une institution financière en Côte d'Ivoire pour former les jeunes femmes dont l'âge est compris entre 12 et 16 ans dans le domaine de la technologie. Ceux qui connaissent Abidjan, vous savez, que connaissez Abobo. Et donc, Abobo est une zone un peu pauvre, mais on arrive là à former pour que les filles puissent avoir accès aux ordinateurs et à la technologie. Et peut-être on y va une ou deux fois par an pour voir ce que les filles font. Et je dois vous dire que c'est des filles qui réussissent énormément là-bas. Voici le type d'opportunité que nous devons donner à nos jeunes filles pour qu'elles fassent partie du marché pour le plus large. De, de Maïmouna, je vais aller maintenant à l'agriculture et peut-être il y en a qui connaissent Agnès Kalibata. Je ne vais pas dire que je vais faire présentation aujourd'hui, mais parlant de l'agriculture, pour nous en Afrique, pour nous nourrir et nourrir le monde, nous devons bâtir un secteur et nous sommes confrontés aux défis du changement climatique avec les problèmes que connaissent les terres africaines. Mais voyant la population impliquée dans le domaine agricole, il y a plus d'hommes qui sont cultivateurs et seulement 20% des femmes qui détiennent des terres. Et la plupart du temps, elles n'ont pas accès au financement pour acheter les terres, elles n'ont pas agribusinesses, elles n'ont pas l'opportunité pour mûrir leurs affaires et avoir le financement pour réussir. Agnès est la présidente de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique. Et ce qu'elle fait avec son équipe, c'est se focaliser sur les 15 pays qui sont impactés par le changement climatique, surtout dans le domaine agricole, et aussi essayer de voir comment on peut investir dans les femmes. Et il y a un programme qu'on appelle Value for Hair où les femmes entrepreneurs dans le domaine agricole réussissent à avoir du financement de Agra. Et Agra bénéficie du financement de Gates Foundation. Elle était donc à Washington l'année dernière avec Gates Foundation pour négocier plus d'argent pour la révolution dans le secteur agricole. Et nous voyons les chiffres de ce qu'elle fait en transformant les choses. On se demandait comment on peut changer les petites agricultrices à les rendre championnes pour l'avenir parce qu'elles puissent importer de leur pays à l'autre pays. 300 millions, par exemple, investis en Afrique à travers les femmes. Avec son équipe, elle en a 28 millions de femmes et pour cette initiative, l'amène à environ 100
1000 initiatives qu'elle fait lorsque les femmes viennent pour présenter leurs projets. Il y en a qui perçoivent 100 000 dollars pour réaliser leurs travaux. Elle est une source d'inspiration pour moi par rapport au travail qu'elle fait. Et la tâche n'est pas facile, mais Mastercard Foundation lui a offert 4 40 millions de dollars au niveau de Agra. Et ceci parce que Agnès dirige, parcourt le monde pour convaincre les bailleurs qui a besoin de sources pour les femmes en Afrique. Et nous parlons de mines qui a une idée de cela. Agnès est du Rwanda et Mana est de l'Afrique du Sud. Je vous en parlerai plus tard. Ici, nous sommes en Afrique à 950 mètres souterraines. C'est la première fois que j'y étais. Et une semaine avant cela, nous étions en RDC ou dans une mine et nous étions allés à 1,2 km souterrain et c'était donc conduisait et je voyais cette femme et elle était donc la présidente de Abbey Women et elle est là à gauche. Vous voyez à votre droite, vous savez en Afrique du Sud, elle était donc la première vice-présidente en Afrique du Sud après, je crois, Thabo Mbeki. Et toute l'équipe a décidé que si nous devons aller pour travailler sur les mines, nous devons aller là où se trouvent les miniers. Donc Mana est l'une des rares femmes, pour ne pas dire l'unique pour le moment, qui dirige une société de 10 milliards de dollars. Elle a rejoint la société il y a de cela 6 ans, mais elle ne connaissait rien de cela. Moi, je suis donc une financière, mais je pense qu'il était intéressant de voir les choses et vous lancer un défi parce qu'elle a rejoint. Donc, depuis qu'elle a entrepris la démarche, elle apporte beaucoup de changements à ce niveau. Et dit qu'il faut faire la mine pour les objectifs, pas pour les bijoux et pour l'or, mais lorsque vous voyez le secteur minier et pour la transition industrielle, on va voir les minerais qui vont transformer dans la transition de l'énergie. Je vais prendre les minerais l'un après l'autre. Lorsque je prends le cuivre, par exemple, c'est un matériel, par exemple, est important pour construire, fabriquer donc les voitures, les turbines, et pas pour nos bijoux seulement, mais nous l'utilisons pour d'autres technologies. À l'heure où je vous parle, lorsque vous voyez le secteur minier à travers l'Afrique, la plupart des mines dont nous avons besoin pour la transformation de la transition énergie, l'Afrique du Sud seulement a environ 56% du dépôt mondial. Lorsque vous voyez un peu la RDC, de ce que j'ai vu là, la plus grande dépôt, le plus grand dépôt donc du cuivre de par le monde. Elle est venue, elle a dit que nous devons donc faire une société de mine, être une société de mine avec les gens et elle allait dans la communauté, on creuse, on fouille, mais nous devons aussi louer les services des gens au sein de la communauté, les former dans cette affaire. Et il y a plusieurs femmes qu'on a vues là. Ce ne sont pas seulement des femmes dans le bureau, mais à 1,2 km souterrain, j'ai trouvé une Congolaise qui m'expliquait des choses. Elle est géologue, elle est née et formée en RDC, formée et envoyée en Afrique du Sud, voyageant à d'autres parties du monde, et elle est revenue. Et ce que Man avait dit faire, c'est que si nous voulons rendre nos mines
sérieusement. Donc, il va falloir former les femmes aussi dans le domaine et aussi pour que ces dernières puissent jouer le rôle technique. Et les femmes qui jouent cela, ce qu'elles demandent, c'est que voulez-vous faire? Je vais vous profiter, contribuer de 30% de notre ressource et même pendant 10 ans, vous n'allez rien faire, mais elle a commencé et elle investissait dans les femmes et à travers la RDC, j'ai vu plusieurs femmes qui sont impliquées dans ce domaine. On a discuté avec eux par rapport au financement ou dans les communautés où tout ce que ils ont comme nourriture, c'est acheté par les minières. Environ 4000 femmes qui sont là et l'argent est collecté des sociétés de mines et les produits donc sont aussi achetés par les mêmes sociétés. Elle fait un grand travail dans ce domaine et lorsque je vois un peu son industrie, je me dis que nous pouvons le faire aussi pour les autres industries. Je pense que je peux seulement utiliser ces domaines-là, l'agriculture, la mine et l'éducation, parce que c'est là des domaines où nous, en tant que femmes, nous luttons. Et lorsque nous nous asseyons au sommet, au niveau des sommets, donc, il va falloir que les femmes puissent aussi transformer l'industrie en contribuant à l'économie du continent. Mais ce qui est encore plus important, cela a des effets multiples, multiformes, et elles ne viennent pas à jouer un grand rôle et oublier les autres femmes. Et c'est là le message que je dois passer. Nous n'arrivons pas là pour oublier nos sœurs derrière nous. Il est aussi important pour les hommes, puisque ce que j'ai dit, j'ai déjà remercié les hommes, qu'il est important que les hommes nous assistent, nous aident. Nous avons besoin aussi de leur soutien à ce domaine. Nous allons nous aider dans ce sens-là et c'est la seule voie pour nous de changer notre continent. Et merci de votre aimable attention. Thank you so much, Delphine. Merci infiniment, Delphine. Je crois que le message est passé très fortement à la fin. N'oubliez pas vos sœurs lorsque vous êtes au sommet. Fantastique. Alors, pour le deuxième intervenant, nous allons suivre une vraie pionnière, Patty Kemayo, qui est directrice générale de Namibia National Reinsurance Company. Elle est donc professionnelle avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine finance et assurance. Elle est aussi senior staff à Pricewater. Elle a commencé donc le Africa Insurance Organization et elle est vice-présidente de la Namibia Chamber of Commerce, la Chambre de commerce et d'industrie de Namibia. Elle est également aussi au sommet donc de la Namibie sur le commerce. Et enfin, elle est co-présidente du comité mondial de la FNUAP. Merci infiniment pour cette introduction, Coralie. Je voudrais commencer par dire que j'ai eu la chance, lorsque je me suis engagé dans le secteur de l'assurance, de trouver un leader comme Delphine, nul autre que Delphine. Donc j'étais vraiment la chance, il y a 9 ans, lorsque je suis rentré dans ce secteur, de la voir comme exemple. Et elle a vraiment démontré par l'exemple. Et à partir du moment où je l'ai rencontrée, elle devenait la présidente de l'association pour la Société des assurances d'Afrique du Sud. Et après cela, elle est devenue la 4e présidente de AIO. Et elle a été vraiment une vraie leader et elle a montré cela. Et aujourd'hui, donc, elle est leader pour le reste de l'Afrique. Merci Delphine de nous avoir montré comment cela doit être fait. Et
et vous avez toujours donc accompagné les femmes. Alors, je voudrais juste faire une petite présentation. Je n'ai pas amené des diapos. Si j'avais su, j'aurais amené des clips sur les femmes namibiennes et les finances. J'étais au troisième sommet, mais je n'ai pas apporté ces clips, mais je vais en parler néanmoins. Alors, je vais juste partager avec vous quelques notes que j'ai ici et au même moment, je vais faire référence à certains exemples pratiques. Alors, donner le pouvoir aux femmes dans les finances. Pendant que nous sommes ici aujourd'hui, l'Afrique conduit le monde avec la plus grande portion d'exécutifs dans les banques. Près de 22% des exécutifs sont femmes. Je crois qu'il faut un applaudissement pour cela, 22%. Applaudissons l'Afrique là où nous sommes leaders. Ce n'est pas dans beaucoup de cas, mais je voudrais également dire que la Namibie a été vraiment un leader et sur les 6 banques que nous avons, 4 sont présidées par des femmes directrices générales. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose du secteur de l'assurance. Nous devons travailler un peu plus du côté des assurances. Alors, comme je l'ai dit, sur les 52%, ceci va se traduire en 9 984 employés femmes, comparé à 9 300 employés hommes. Alors, ceci a été rendu possible par la discrimination positive au fil des années, mais c'est également une indication de notre résilience, c'est-à-dire que si nous mettons l'esprit, c'est possible de le réaliser. Et si vous mettez l'esprit qu'il faut, vous pouvez arriver à des positions de leadership. Et ceci a été démontré dans le service financier. Cependant, du chemin reste à parcourir. Nous devons continuer à faire la promotion de la diversité du genre, non seulement au poste d'entrée, mais également au niveau de décision les plus élevés. Comme l'a dit Coralie, elle a donné mon âge. Je voulais dire que j'avais 26 ans, mais elle a dit que je suis dans l'industrie depuis 30 ans, donc je ne peux pas avoir 26 ans. Alors, plusieurs années, lorsque nous avons commencé, particulièrement au sud dont je suis originaire, c'était, je crois que le reste de l'Afrique, le reste du monde est très fortement dominé par les hommes. Mais lorsque moi j'ai commencé dans un monde où c'était un monde d'hommes. Mais très heureusement, je me suis dit alors que je devais faire de mon mieux, je devais me prouver, pas seulement pour moi-même, mais pour les autres femmes. Et lorsque j'ai fini donc ma formation, le premier poste que j'ai eu comme directeur général, lorsque j'étais nommé directeur dans une compagnie télécom, mon directeur m'a dit, vous savez, en tant que femme, vous devez faire vos preuves 2 fois plus. Et je vous donne ce poste, vous êtes très jeune, mais vous devez faire vos preuves, me prouver que vous pouvez faire ce travail. Donc j'ai eu ce défi dès le départ en me disant, je ne me représentais pas juste ma seule personne, mais également je représentais toutes les femmes qui viendraient après moi. Et j'ai pris cela très au sérieux et j'ai fait vraiment de mon mieux. Alors, lorsque j'ai terminé avec ce premier poste, j'ai décidé que j'allais retourner dans la profession. Je suis devenu donc un professionnel tech. Je suis allé à PwC. Et là, c'était plus structuré. Nous avons des interventions spécifiques pour développer les femmes et les amener à des postes de leadership. Malheureusement, en tant que femmes, nous faisons face à des défis. Nous pouvons mettre les structures qu'il faut pour vous, mais nous avons d'autres responsabilités telles que lorsque vous commencez à avoir des enfants, vous devez prendre la décision, est-ce que vous voulez rester dans la profession ou est-ce que vous voulez aller vous occuper de votre famille et devenir mère. Donc nous avons beaucoup de défis lorsque nous avançons sur les échelles de la promotion. Et ce sont des choses que vous devez prendre en compte en tant que femme. Vous avez des choix à faire. Assurez-vous que les femmes peuvent se développer pendant que aussi elles font une famille. Donc nous avons eu ce défi. Le défi que nous avons eu, c'est que vous pouvez soutenir les femmes jusqu'au niveau senior.
Mais lorsque vous arrivez donc au directeur associé ou au niveau des partenaires, c'est un défi parce que beaucoup à ce niveau-là se mariaient et avaient d'autres responsabilités qui faisaient qu'elles quittaient le bateau. Donc, le lieu du travail doit changer, s'ajuster pour que les femmes puissent s'y sentir confortables, pour qu'elles n'aient pas l'impression qu'elles sont laissées sur les carreaux lorsqu'elles vont avoir des enfants ou fonder une famille. Donc, cela m'a conduit à avoir un focus spécial sur les femmes. Et pendant que je construisais ma carrière, je faisais toujours attention à ce que nous pouvions faire pour d'autres femmes et comment est-ce que nous pouvons donc les embarquer tout au long du parcours. J'ai eu également ce défi lorsque je suis rentré dans le secteur de l'assurance. Je viens de commencer ma 10e année, le temps passe vraiment vite, mais lorsque j'ai commencé, il y a 10 ans donc, dans ce domaine, l'une de mes collègues est venue à moi et m'a dit « Est-ce que vous avez vu que vous avez constaté que nous sommes seulement 3 dans les assurances qui soient au niveau de CEO ?» J'ai dit non, je n'ai pas constaté cela, mais nous avons manifestement pris la décision de dire que où que nous irions, ou que chaque fois que ce sera possible, que nous ferions venir d'autres femmes avec nous. Nous avons fait cela, je ne vais pas mentionner ces exemples ici, mais chaque fois que possible, nous avons fait venir nos femmes avec nous. Et c'est également la raison pour laquelle nous avons pris des décisions spécifiques dans toutes nos organisations d'assurance et de réassurance. Nous assurons que nous ayons une manifestation pour les femmes, où nous assurons que toutes les femmes se regroupent, peuvent avoir des discussions, nous avons une session où nous focalisons seulement sur l'aspect femme. Et un homme, une fois, est venu à moi et m'a dit « Nous allons aussi commencer un événement pour les hommes ». Et en fait, ils l'ont commencé. Parce que nous avions un gala, un dîner de gala juste pour les femmes, et ils ont décidé qu'ils allaient aussi avoir un événement pour les hommes. Alors, je crois que le message là est très clair. Nous ne devons pas laisser les hommes derrière. Je mets l'accent sur cela. Lorsque j'ai commencé ceci, il m'a dit quelque chose de très intéressant, c'est ce que beaucoup de femmes ne font pas. La première chose, c'est qu'il vient à moi et il me dit « Mamie, tu sais, je viens d'identifier donc mon sponsor dans la... je ne suis pas donc dans la salle du conseil et j'ai besoin de quelqu'un qui puisse parler à mon nom dans la salle des conseils. Et j'ai dit que c'est vous. Alors, ce fils maintenant, il est avocat de profession et un jour, lorsqu'il sera directeur, je crois qu'il fera la même chose, promouvoir les femmes. Donc, en tant que femme, prenons ces initiatives sponsorisées. Un jour, et nulle autre personne que Delphine qui a fait cela, et c'est vraiment impressionnant de voir d'autres personnes qui l'ont également fait. Donc, être pionnière dans le service numérique, nous, en tant que leader femmes, nous sommes pionnières dans les solutions numériques, de la banque mobile au FinTech. Donc, nous sommes en train de casser les barrières. L'assurance numérique, c'est un domaine dans lequel je suis très passionné, dont je suis très passionné. Et en fait, c'est une bouée de sauvetage pour beaucoup de personnes qui n'ont pas eu donc, le réseau de sécurité. Donc, ce que nous faisons, c'est rendre les services financiers inclusifs et disponibles pour tout le monde. Ensuite, nous révolutionnons donc les transactions transfrontalières. L'Afrique est une mosaïque de culture et d'économie, et cependant, les paiements transfrontaliers demeurent un défi. Donc, en tant que leader femme, nous sommes positionnés de manière unique pour comprendre ces complexités et en développant ces systèmes de paiement transfrontaliers, nous pouvons encourager le commerce, les transactions et ceci alimente donc les moteurs de nos économies. Et donc ceci est également, lorsque j'ai écouté Delphine aujourd'hui, c'est important pour nous de regarder les secteurs sur le côté où nous pouvons avoir un impact.
Cela est très pratique. Nous devons faire le plaidoyer pour les politiques inclusives et notre vision pour le secteur financier africain est donc nous avons besoin de politiques qui soutiennent les femmes entrepreneurs, accès au crédit pour les femmes chefs d'entreprise et donc des produits qui soient inclusifs genre et nous sommes donc des plaidoyers du changement, non seulement pour les business, mais également pour les communautés et les nations. Et je crois que c'est une des choses qu'en tant que femmes, nous pouvons faire. Nous pouvons faire plusieurs tâches à la fois. Vous soyez d'accord avec moi. Mais je suis également d'accord que vous ne pouvez... et je crois que c'est une qualité que nous avons, que nous pouvons faire plusieurs tâches à la fois. Et je dirais qu'une autre bonne chose que les femmes apportent à la salle des conseils, c'est de la couleur. C'est de la couleur. Nous pouvons porter le bleu, le jaune, le gris, et nous illuminons les salles. Et cela fait une grande différence dans les salles de conseil. Éducation, développement de l'éducation, des compétences, encourageons les jeunes femmes à continuer leurs études et à développer leurs compétences dans les domaines qui sont traditionnellement, les femmes sont sous-représentées. Et Delphine est très impliquée. Donc, les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, offrir des bourses, des formations et permettre la croissance professionnelle. Et cela peut faire une différence énorme et je peux être témoin de cela. Je viens d'une communauté très pauvre et ce que j'ai vu, c'est que lorsque vous responsabilisez ces élèves, vous leur donnez l'opportunité d'obtenir de l'éducation, d'acquérir l'éducation ou de sortir de la pauvreté, et tous ou toutes excellent. Et j'ai vu ça de mes propres yeux. Donc, donnons cette capacité, cette possibilité aux autres et cela est bénéfique. Les organisations et compagnies devraient manifestement travailler à créer donc un environnement de travail diversifié. Ceci inclut la promotion des politiques et des pratiques, mais aussi garantir les opportunités égales pour les femmes sans biais de genre, sans discrimination, mettre en place des cultures donc cohésives. Donc créons des réseaux, soutenons les réseaux, encourageons les jeunes femmes à construire des réseaux professionnels, à se connecter avec d'autres femmes leaders. Ces réseaux peuvent apporter un soutien inestimable pour le développement. Et ici, je peux dire que c'est là où nous avons commencé. C'est comme ça que nous avons commencé donc les femmes namibiennes dans les finances, comme le sommet des femmes namibiennes dans les finances. Alors, j'ai commencé ceci, nous en sommes à la 3e année et c'est pour toute l'Afrique et nous avons une manifestation chaque année et c'est un succès jusqu'ici. Donc, en conclusion, continuons à casser le plafond de verre. Le chemin que nous abordons n'est pas facile, étant donné que c'est un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Nous continuons à faire face à des défis et pour équilibrer les demandes de leadership avec nos responsabilités personnelles. Notre travail rencontre beaucoup d'obstacles, mais nous persistons. Notre présence ici est un flambeau pour les jeunes filles, pour les inspirer. Nous devons donc les soutenir et paver le chemin pour la prochaine génération. Et nous espérons qu'elles continueront à être les leaders de demain et pour que nous puissions faire augmenter le nombre de femmes qui sont donc des chefs exécutifs et passer donc, augmenter ces taux de participation des femmes dans ces niveaux exécutifs. Merci infiniment. Merci infiniment. Je vais essayer d'être aussi concise que possible. Et donc, je vais maintenant introduire Bouli Goslam, qui est donc un leader de la technologie des finances avec près de des décennies d'expérience. Il est l'ancien CEO de Jumo Africa, l'un des fintechs du continent, et il est actuellement membre du conseil sur Copia Global, une plateforme e-commerce mondiale. Oulé, à vous la parole. Thank you. As a tech professional,
Merci. En tant que professionnel, je viens avec mon laptop pour des fins de sécurité. Et donc, je suis né d'une famille de mines. Je suis impliqué donc dans l'éco aux mines. Bon, l'après-midi, tout le monde. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec vous l'inclusion des femmes dans l'économie de façon large. Parce que je pense que lorsque nous avons plus de femmes exécutives travaillant dans le fintech, ce serait un gain, un avantage. Et ce que nous devons faire, c'est de pouvoir impliquer plus de femmes dans l'économie formelle. Et je pense qu'il y a déjà des années, on a eu ce malheur d'être frappé par la Covid et l'impact a nous a affectés et nous a fait comprendre que les femmes peuvent être impliquées incluses dans cette industrie. Et donc, nous pourrons voir ce qu'on peut faire et nous pouvons voir ou bien chercher les solutions. Et de façon plus spécifique, je vais voir les domaines où nous pourrons voir ce que nous appelons pas Green Sheet of Progress et des domaines où moi, ce que je peux relier à mon travail en tant qu'entrepreneur et autres. Et les trois domaines que je voudrais partager avec vous, c'est pour le progrès de lycée, c'est que vous pouvez aussi avoir des connaissances dans ce domaine en faisant de l'économie et une économie inclusive. Le premier domaine concerne la technologie qui peut servir de catalyste dans ce domaine. Et comme Caroline l'a déjà dit, j'ai eu à travailler où nous avons eu par exemple 22 millions de clients qui sont avec nous avec 2,3 millions de dollars avec les gens. Ce que nous faisons ici, c'est que ce que nous voyons avec la technologie, c'est que nous pourrons aller avec des gens qui étaient exclus au départ et nous pourrons donc utiliser comme l'intelligence artificielle et les amener sur le front. Nous avons utilisé des cas, par exemple, de financement, par exemple, paix et vous partez au Kenya et au Nigeria. Nous avons vu des innovations sérieuses dans ce domaine et pour dire que pour qui ont pris en compte la culture africaine et les gens font cela pour l'équilibrer avec la technologie. Et au Nigeria, nous avons donc Sidicare et en Afrique du Sud, nous avons Léa et nous veillons à ce que nous ayons une idée claire de la manière dont vous payez le produit, vous prenez la technologie, vous voyez comment ça peut se faire et vous achetez. Les gens peuvent prendre le produit et ils peuvent aussi penser à la productivité et lorsque dans ce domaine, on se dit qu'avec l'intelligence actuelle, tout le monde peut avoir tout dans ça dans sa poche. Mais vous ne pourrez pas le faire si vous n'avez pas de portable dans votre poche. Nous parlons des questions d'ordre climatique. On parle de l'irrigation, les panneaux solaires et autres. Et ce que nous voyons ici, c'est que nous allons de l'approche traditionnelle de fournir les services financiers et aller partout où on pourrait aller et heureusement que les pauvres pourront en faire usage et nous voyons que les gens ont une différente appréhension de cela et ce qui est très encourageant. Et autre chose que vous voyez dans votre organisation, c'est que cela apporte des changements et ce que la technologie est inclue au niveau de les femmes sont incluses au niveau de l'équipe qui travaille et ceci nous voyons au niveau des organisations. L'autre domaine dont je voulais parler, c'est le capital mis en marche à nouveau. Et lorsque je prends toujours l'exemple de ma famille, au niveau par exemple de la règle d'or, c'est que vous respectez vos rôles, à vous de définir la règle et les parents sont en charge. Mais je sais et je pense que cela est vrai d'une façon générale. Et lorsque les femmes sont en mesure de participer
plus et il est important que les femmes puissent aussi acquérir de richesses ayant donc de capital. Et en le faisant, je suis simplement encouragé de voir des plateformes, par exemple, Coralie, Pig au Kenya, ou Piggyvest. Il y a d'autres organisations qui repensent la manière dont nous procédons. Et je crois que il y en a qui disent que les femmes n'investissent pas et autres, mais c'est une association qui ne tiennent pas. Mais il y a l'équité en Afrique du Sud, au Bambou, une association féminine au Nigeria, et c'est des expériences qui sont inclusives. Et quand vous prenez toutes ces langues complexes que vous impliquez au niveau des langues simples, vous allez voir que la femme, même dans la rue, pourra donc saisir sa chance et en faire quelque chose. Et une fois en Afrique du Sud, il y avait eu des arrestations, surtout dans une attaque, et j'ai vu à la télé que les gens détruisaient les centres des achats, les shopping centers, et je me demandais moi-même, mais si ces personnes avaient investi dans ces achats, dans ces boutiques-là, pourquoi les gens vont le faire? Si c'est eux qui avaient investi, est-ce qu'ils allaient le faire? Non. Au niveau des finances, nous pensons à la manière dont, par exemple, l'accès de pouvoir investir dans ce que vous voyez dans votre pays et vous le voyez dans la main du commun du mortel, et il n'est pas facile pour eux. Par exemple, c'est pas pour générer, par exemple, la richesse et autres, mais aussi pour l'intérêt économique, par exemple, du pays. J'ai vu certains acteurs qui ont commencé à réfléchir sérieusement par rapport à qui a pris part ou qui a participé, et ainsi de suite. L'autre point au niveau au niveau du capital, c'est les actifs, ce qu'on peut donc bâtir. Vous savez, moi-même, je suis un entrepreneur et comment susciter de capital en tant que femme. Lorsque vous voyez les chiffres, cela apparaît comme si l'Afrique attire un record dans les investissements, mais cela n'est pas souvent publié au niveau des femmes. Et lorsque je pensais un peu sur la chose, cela m'amène à changer. Et je pense que c'est une opportunité de changer. Et une des choses qui ferait la différence, c'est de permettre aux femmes de prendre part à ces événements lorsque nous voyons les investissements et autres. Et j'étais à Kenya et je parlais à une entrepreneur qui me dit qu'au niveau de EAPC, il y a donc des contrôles, des trucs qui ont été écrits et rédigés par les exécutifs nigériens. Et je dis, ah bon, ça c'est surprenant. Angel Investing, cela peut permettre à une croissance de l'Afrique, et la plupart de ces personnes étaient des femmes. Je trouvais cela très étonnant. Cela était très étonnant, et je pense qu'il faut encourager ces travaux faits par Dr. Olebrand, African Investing Academy, parce que cela est très important. Et je voudrais dire que cela est important, non seulement parce que nous avons des femmes qui prennent part à ces investissements, mais lorsque vous voyez Dr. Olabron, le portefeuille de Olabron, elle investit dans l'agriculture et toutes les choses importantes, mais aussi l'autre partie de l'histoire qui ne nous a pas compté, c'est que lorsque nous voyons les nombres de partenaires, nous voyons par exemple ceux qui nous aident et qui sont donc les bénéficiaires, et cela est une chose importante dont nous devons penser. Et si nous voulons nous approprier la technologie en Afrique, à nous d'investir dans cette technologie. Et le dernier point dont je voudrais parler, et vous pouvez donc imaginer cela, c'est que lorsqu'il s'agit de l'intelligence artificielle, c'est la même chose que nous utilisons cet outil pour inclure, et plusieurs, il y a beaucoup de choses que le secteur privé peut faire, mais avant de le faire, nous avons besoin de la politique appropriée.
vos données en matière d'harmonisation de politique et les lois donc en ce qui concerne la sécurité de l'intelligence artificielle. La raison pour laquelle je dis seulement, c'est que les femmes sont souvent exposées aux risques au niveau des machines, des appareils et aussi pour manque de sécurité sur l'Internet et pour cela, elles peuvent être laissées pour compte si elles ne réfléchissent pas vite. Ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est comme le gouvernement développe les politiques, il est important que les femmes soient informées et qu'elles fassent partie de ces discussions, de ces décisions. Et pour conclure, je crois que le temps est contre moi, mais je voudrais conclure avec ce que j'aime et qui dit que l'entrée dans l'économie formelle partage un message social et cela est important. Je voudrais dire à chaque personne dans cette salle qu'en tant que praticienne de FinTech, vous devez utiliser votre position pour vous assurer que les gens rentrent non seulement dans l'économie formelle, mais qu'ils puissent apporter leur potentiel et dans la mesure possible, elles peuvent le faire. Et donc, quand elles peuvent contribuer à notre économie. Merci. Wow, thank you so much. Merci infiniment, Bouli. Ça a été une contribution merveilleuse. Merci infiniment. Alors, l'avant-dernière, c'est Mariam Diop. Elle est donc VC, elle conduit VC Direct et Fund Investment en Afrique à l'IFC et également aussi une femme puissante. Et c'est également elle qui a construit et développé Orange dans ses premières étapes, donc dans le VC Fund de 50 millions pour Orange Africa. Elle est aussi cofondatrice de la première réseau des anges de Dakar. Mariam, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Franchement, j'aimerais commencer d'abord par remercier AFIS et Jeune Afrique pour avoir organisé ce merveilleux investissement et pour avoir créé ce forum. Nous avons besoin de ce type de forum, n'est-ce pas? Je suis extrêmement fier et très humble d'être devant un panel de femmes aussi inspirantes. Elles ont vraiment pavé le chemin pour nous, la jeune génération, et j'espère que nous, certainement, en ferons aussi bien que ce que vous faites actuellement vous-même. J'en suis vraiment honoré, très fier. Alors, lorsque je préparais cette séance, j'ai pensé que je vais casser la tradition ici. Donc, au lieu de présenter mon voyage comme les femmes dans les finances, peut-être que je devais donner quelques éclats sur ce que IC fait de cette classe-là, c'est pour l'Afrique, parce que nous n'en parlons pas souvent. Beaucoup de gens, en fait, se sont approchés de moi et m'ont demandé est-ce que IFC est vraiment investi donc, dans les compagnies en Afrique? Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous dire un peu plus sur ce que IC fait pour nous amener donc à la plateforme donc, de private equity en Afrique. Mais avant de plonger dans le sujet, j'espère que les diapos vont coopérer. Coralie, vous voulez m'aider? Merci. OK.
Yeah, so I wanted to very Alors, je voudrais très rapidement donc vous donner un rapide aperçu des opportunités ici en Afrique. Donc, désolé pour ceux qui connaissent déjà bien l'industrie, mais l'Afrique est certainement la prochaine, sans aucun doute, la prochaine frontière pour Visitech. Africa, l'une des régions donc les plus rapides en termes de croissance du PIB. Il y a 20 ans, l'Afrique, le PIB en Afrique était celui donc l'équivalent de celui du Benelux, c'est ce que nous disions. Aujourd'hui, c'est l'équivalent à celui de la France, un pays comme la France. Et en 2050, ce sera équivalent au PIB de l'Union européenne. Mais en 2050, 1 sur 4 humains et 1 sur 3 jeunes seraient africains. Alors certains perçoivent ceci comme problème. Pour nous, ce serait une opportunité. Pourquoi? Parce que ceci veut dire que nous avons besoin de connecter la technologie avec l'économie réelle pour créer des emplois et aussi pour lutter pour les problèmes d'inclusion. Ceci veut dire que dans un temps très bref, nous devons trouver des méthodes novatrices pour apporter l'accès aux soins de santé, l'éducation et les services financiers à autant d'Africains que possible. Alors, l'une des réponses à cela, c'est manifestement quelque chose que l'Afrique fait assez bien. L'Afrique a l'un des taux d'entrepreneuriat les plus élevés au monde. 22% de ces populations actives aujourd'hui, de populations en âge de travailler, créent des compagnies, des entreprises. Il y a des millions de PME sur le continent et elles représentent 22 à 40% du PIB africain. Ils créent jusqu'à 90% des emplois, des opportunités d'emploi sur le continent. Alors, le financement pour le venture capital est à la croissance et devient de plus en plus mondial et l'Afrique n'est pas laissée sur les carreaux. Et l'Afrique, les fonds pour les startups en Afrique a augmenté 15 fois et il a augmenté même 2 fois plus vite que le Global Start Funding. Et actuellement, sur les marchés courants, les startups africains ont été en mesure de lever 6 milliards de dollars l'année dernière. Cependant, ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de chemin à faire parce que l'affaire n'attire que 2% du FDI mondial et moins de 2% donc, du financement VC. Évidemment, le gap du genre. Les femmes représentent moins de 2%, des 100% de femmes trouvées dans les entreprises. Et en fait, ça veut dire que 85%, il y a toujours une dominance à 85% des hommes. Alors, qu'est-ce que l'IFC fait pour résoudre ces questions pressantes? L'IFC a été pionnière dans le private equity. L'équipe que je représente aujourd'hui s'appelle Disruptive Technologies. Et il se focalise sur les investissements equity investment. Aujourd'hui, nous avons investi dans 120 fonds et 250 fonds de PME à travers l'Afrique. Et je suis donc parmi les 10 premiers investisseurs les plus actifs au monde. Et nous avons engagé 6 milliards de dollars à ce jour en des fonds qui sont allés à lever en gros 60 milliards de dollars, ce qui est plutôt significatif. Mais au-delà de cela, notre département en fait travaille à travers tout l'écosystème des entrepreneuriats, donc et en s'appuyant donc tous les instruments qui financent les equity, quasi-equity, financing mezzanine, guarantee schemes, et ainsi de suite. Mais à différentes étapes, nous avons des problèmes spécifiques que nous appelons donc catalysateurs des startups, sur lesquels nous appuyons suffisamment pour résoudre les problèmes d'écart de financement critique dans les systèmes naissants. Donc, nous investissons dans les fonds PME dans ces régions juste pour soutenir les business, pour que lorsque le moment viendra,
lorsqu'ils donnent des opportunités d'investissement viables et ils aient le potentiel que d'autres investisseurs puissent venir donc les financer. Nous appuyons également sur ce que nous appelons la structure de Blended Fund, qui devient de plus en plus courante maintenant, particulièrement pour les startups africains. Nous avons aussi récemment lancé une initiative clé pour aussi répondre aux problèmes de financement, de gap de financement du genre. Nous avons WeFund, qui est nous avons l'initiative Wi-Fi, nous avons Careless. Évidemment, l'objectif est de soutenir les fondatrices femmes pour les aider en fait et leur donner les outils dont elles ont besoin pour devenir des personnes à succès, pour connaître le succès. Alors très rapidement, donc ce n'est pas différent donc des capital funds autonomes. Nous appuyons sur le développement, le mandat de développement de IFC. Comment avoir l'accès aux soins de santé, accès à l'éducation, réduire le coût de la logistique et transport et aussi augmenter l'inclusion financière. Nous avons investi. À l'heure actuelle, nous avons 18 compagnies dans notre portefeuille pour l'Afrique et malheureusement, nous n'avons que 2 femmes dirigées par des femmes. Donc cela, manifestement, doit être amélioré. Voilà pourquoi donc nous appuyons sur les catalysateurs pour pouvoir soutenir des fondations indirectement. Alors notre portefeuille mondial est 110 BIC. Et donc à 110, Coralie est en train de me faire des signes pour que je clôture rapidement. Je suis un peu en retard sur le programme. Oui, donc peut-être très rapidement, parlons donc Startup Panelists, parce que c'est un programme très important que nous essayons de soutenir, avec 55 millions investis dans 19 fonds au plan mondial. C'est l'une de nos initiatives les plus réussies à l'heure actuelle. Il a déjà eu de bons retours. Il a déjà retourné 2 fois le capital en termes d'effet démultiplicateur. Il a été investi 34% dans des marchés très naissants, tels qu'en Afrique francophone de l'Ouest. Il nous a également permis d'accélérer 25% des fondatrices femmes à travers 3000 compagnies. Alors sur ça, je vais m'arrêter ici et évidemment vous inviter tous parce que je serai à Lomé pour plusieurs jours encore et beaucoup de mes collègues également sont ici. N'hésitez pas donc à m'approcher, échanger davantage sur ce que nous faisons dans ce domaine très nouveau donc des equity VC. Merci infiniment. Merci infiniment, Mariam. Je suis vraiment désolé, nous sommes à court de temps, mais la dernière oratrice est son Excellence, Madame Livedor, qui est ministre du Commerce, de l'Artisanat et pour la République de la construction pour la République du Togo. Oui, elle s'est spécialisée donc à la Banque Atlantique et Diamond Bank, qui est devenue, elle a fait beaucoup et elle est l'une des 15 femmes leaders les plus puissantes en Afrique francophone. Excellence, Madame Livedor, à vous la parole. Bonjour tout le monde. I think that, Kohari, you will allow me to speak in. Alors, vous allez me permettre de parler anglais et le français, bien sûr. Beaucoup pour cette opportunité. Et je pense que quand j'ai entendu les précédents présentateurs parler, vraiment, je trouve que c'est, comme on dit, le mot anglais le meilleur qui traduit, c'est amazing. Wonderful, vraiment. Je pense qu'ils méritent tous des applaudissements, vraiment. C'est extraordinaire de voir ce que les femmes font. Et c'est extraordinaire également de voir que petit à petit, le monde est en train de compter sur les femmes. Et quelque chose également qui m'a beaucoup touchée, l'un d'entre vous a dit, on ne doit pas oublier celles qui sont derrière nous. On a eu la chance
On a eu l'opportunité d'être là où nous sommes, mais nous devons savoir que la grande masse est derrière nous et tout ce que nous faisons doit permettre de faire sortir ces femmes de la zone d'ombre où elles sont. Coralie, quand j'ai reçu cette invitation, je remercie AFIS et le groupe Jeune Afrique pour l'invitation. Je me suis demandé sous quel angle j'allais prendre mes propos. Et puis je me suis dit, il y a tellement de femmes extraordinaires que ça ne sert plus à rien de parler du leadership, de l'employment. Et j'ai voulu parler plutôt du secteur, de parler d'une problématique. Aujourd'hui, je pense qu'on entend partout dire que les femmes remboursent bien. Les femmes ont le meilleur taux de remboursement. Au niveau du crédit, il n'y a pas de problème avec les femmes, en termes de respect des engagements. Et donc, quand on entend ça, la question qu'on se pose, c'est alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que si on dit que les femmes, en termes de respect des engagements, en termes de commitment, de respect des engagements au niveau bancaire, c'est les meilleurs taux de remboursement, pourquoi les femmes ne croulent pas sous le crédit? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des mots vains ou bien est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Et pour ma part, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Donc, comme je disais, c'est le discours que nous entendons chez tous les banquiers, alors qu'on serait tenté de dire de quoi on parle, où est le problème, pourquoi notre discours n'est pas plutôt de dire qu'il y a une abondance d'offres de crédit au profit des femmes. Donc, ce sujet est abordé sur différentes plateformes de discussion dans les milieux d'affaires, et pour moi, ça dénote du paradoxe et de la discordance entre les faits et les actes. Ce sujet est d'autant plus pertinent qu'il touche à une catégorie d'agents économiques sous-impliqués à tort dans la croissance économique et dans la création de richesses dans nos pays. Quand on parle de femmes, quand on parle de financement de femmes, on parle de micro. Moi, je pense qu'on devrait arrêter de ça. C'est de microfinance, microcrédit. Pourquoi? Plus d'1 milliard de femmes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services financiers formels. Ou quand on parle de femmes, comme je l'ai dit, on parle de microfinance, de microcrédit. Cela étant dit, l'on s'attend à travers des initiatives telles que l'AFIS à sensibiliser l'industrie financière sur la nécessité de meilleures facilités d'accès au financement des femmes. Pourquoi pas une politique de discrimination positive qui aura un impact bénéfique dans nos différentes sociétés, plus particulièrement sur les sociétés africaines. En effet, avec les multiples avancées sur le financement sensible au genre, les femmes entreprenant du secteur informel, commerçantes formalisées, responsables des TPME et des SMI doivent faire face à de longues et fastidieuses procédures d'établissement des formalités. On parle des garanties, on parle de l'hypothèque, des plans d'affaires, des business models, avec des exigences qui sont dans le domaine du classique, de données financières et économiques à moyen et long terme, somme toute, certes nécessaires, je dirais, et je le confirme de par mon expérience bancaire, mais bien souvent difficiles à collecter pour ces femmes. À cela s'ajoute également la rigidité des banques dans la finance classique du fait du risque. Les taux d'intérêt élevés, surtout pour des crédits à moyen et long terme. Donc, le Togo, dont la capitale est désormais une place financière de référence, peut compter sur le leadership du chef de l'État pour impulser de nouvelles politiques en faveur d'une inclusion financière forte. Cependant, il est évident et certain de dire que cela ne peut pas se faire sans le concours de toutes les parties prenantes. Donc, je voudrais saisir donc cette tribune pour partager avec vous quelques constats et appeler les acteurs de l'industrie de la finance, en particulier les femmes dirigeantes. Comme j'ai dit, on a eu l'opportunité d'être là où nous sommes. On ne doit pas laisser celles qui sont derrière nous à la traîne. Donc, celles qui ont l'opportunité, les femmes dirigeantes, à rebattre effectivement les cartes pour une meilleure inclusion financière et surtout une croissance du taux d'accès des femmes africaines à des financements structurants. Un des premiers leviers à faire évoluer, c'est le système de notation de crédit. Le crédit des femmes vers de nouveaux indicateurs et des mesures. J'en appelle à la technologie. Pour inciter les femmes à investir davantage dans les secteurs porteurs de l'économie
et leur permettre d'intégrer les chaînes de valeur pour mieux contribuer à la création de richesses tant voulues. J'ai eu l'honneur, dans une précédente vie, de participer à un programme de mise en place d'un DEX Agri au sein d'une institution financière de la place. Et un des plus beaux succès, je peux le dire, de ce programme a été de permettre au cours des 6 dernières années à près de 40 000 femmes d'avoir un accès au financement et intégrer une chaîne de valeur agricole et acquérir ainsi une certaine autonomie financière. Donc, c'est donc possible d'œuvrer collectivement à améliorer les leviers d'accès au financement. Des innovations existent aujourd'hui sur le continent et ailleurs, et nous devons nous en inspirer. Par exemple, il y a le cas du Rwanda, avec le Fonds de développement des entreprises axé sur les femmes et les jeunes au Rwanda, des plateformes en ligne pour améliorer l'accès au financement dans plusieurs pays, telles que la plateforme Négocia au Cap-Vert, qui met en relation des jeunes femmes entrepreneurs avec des investisseurs et donne accès à un financement de démarrage pour les entreprises alignées sur les ODD. Au Togo, nous avons l'écosystème de la finance traditionnelle qui se configure davantage pour s'adapter aux besoins de la femme avec le Fonds national de la finance inclusive, comprenant plusieurs produits spécifiques. Donc, par ailleurs, nous avons des réformes en cours qui soutiennent fortement l'opérationnalisation d'une banque dédiée à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes avec des garanties alternatives pour permettre l'éclosion de tout le potentiel des start-up africaines et des champions de demain. Ainsi, terminé, je dirais, pour une industrie financière plus inclusive et plus robuste, nous devons être davantage sensibles au genre dans les mécanismes et dispositifs de financement traditionnels et dans l'appréciation du risque. Oser proposer aux femmes, jeunes leaders du continent, des services financiers avec des crédits à des taux d'intérêt plus souples et, j'allais dire, véritablement concurrentiels, prenant en compte la réalité de notre environnement. Développer avec l'appui du numérique et de l'intelligence artificielle des programmes financiers permettant aux femmes africaines d'avoir accès à des crédits sans compte bancaire, sans garantie et sans données classiques avec un suivi de l'exécution du crédit. Accélérer les délais d'accès au financement, adapter les types de financement aux besoins des femmes entrepreneurs, notamment sur les projets d'économie sociale, qui sont également nécessaires dans les pays émergents pour la protection des filets sociaux, et promouvoir des plateformes de levée de fonds intra-régionales pour faciliter des projets de commerce dans un contexte de mise en œuvre de la ZLECAf. Et utiliser la transformation digitale comme une opportunité d'améliorer l'éducation financière des femmes et des jeunes. Et donc, pour conclure, je dirais que je vous invite tous à œuvrer pour une meilleure prise en compte du genre dans les stratégies qui gouvernent l'industrie financière. C'est le message que j'avais à vous partager lors de ce panel. Merci bien. Thank you immensely. I would like... Merci infiniment. J'aimerais maintenant introduire un moment très spécial. Nous avons parlé beaucoup d'engagement, d'impact et d'innovation. Et c'est pourquoi les femmes qui travaillent pour le change ont créé la charte donc, de la diversité du genre, un document qui promeut l'égalité dans le secteur. Et j'aimerais introduire le CEO de Ecobank et je voudrais maintenant vous présenter notre tout dernier signataire, le CEO de vos banques, donc la banque d'RDC, qui est notre tout dernier signataire. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, d'être parmi autant de femmes aussi brillantes, Mariam, et je suis totalement d'accord avec vous. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous et de parler avec vous. Alors, de temps en temps, les femmes sont parfois nécessaires. Des fois, nous sommes nécessaires. Plutôt dans les diapos, j'ai constaté lorsque mon collègue est venu réparer donc la diapo. Donc, des fois, nous sommes nécessaires pour venir réparer des choses. Et il y a d'autres choses que nous pouvons réparer. Et l'une des choses que je veux faire, c'est ce concept donc de masculinité positive et ce que les hommes peuvent faire pour vraiment s'assurer que les chemins sont créés, les avenirs sont créés pour les femmes. Alors, à Rural Bank, nous sommes engagés sur cela. Nous sommes
744, donc 55% de femmes. Nous avons son fixé un objectif avec mon collègue Tatiana. Tatiana, vous pouvez lever la main? Oui. Donc, elle a un énorme travail et son travail, c'est que d'ici 2028, nous devons avoir 50% donc à travers toutes les étapes, toutes les composantes de l'organisation, le conseil, les directeurs régionaux, les directeurs de branches, de filiales et tout le monde. Donc, nous avons commencé à discuter ceci entre nous, dans nos équipes. Ils ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour réaliser ceci et qu'est-ce que nous pouvons faire pour obtenir ce résultat. Donc, nous avons commencé à constater que le plus grand défi dans le changement culturel, c'est le changement d'état d'esprit qui doit se faire dans la tête de beaucoup d'hommes qui ont écrit les règles sur comment le monde a fonctionné ces 5000 dernières années. Pourquoi est-ce que nous avons écrit ces règles? C'est parce que nous étions les chasseurs. Nous étions ceux qui allaient donc trouver la nourriture pour nourrir nos familles, pendant que les femmes s'occupaient de la famille. Alors, il y a ce cycle-là qui s'est perpétué aussi longtemps que nous avons existé, et cela doit changer. Dans certaines cultures du monde, nous voyons déjà cela. Aux États-Unis, nous le voyons. En Europe, nous le voyons. Il y a comme les femmes adoptent différents rôles dans la maison. Mais ici, me voilà, je suis en République démocratique du Congo, en Afrique centrale, et je ne parle pas de Kinshasa, qui est donc une mégapole de 50 millions. Mais je parle donc à mon collègue homme là et lui demande qu'est-ce qu'il pense de cette idée que je promeus. Alors, vous commencez à voir très rapidement que la rupture dans l'organisation se produit dans l'organisation elle-même et de petites choses se passent. Une femme donc qui veut devenir une directrice d'agence, elle doit s'occuper des enfants avant d'aller au travail et elle ne veut pas renoncer à ce travail. Et l'homme ne veut pas nécessairement le faire, ce travail non plus. Donc, elle doit s'occuper des enfants. Mais lorsqu'elle vient dire aux ressources humaines, est-ce que je peux venir au travail un peu plus en retard, ou est-ce que je dois être celui qui ouvre donc l'agence le matin, est-ce que je suis directeur d'agence, est-ce que je dois être là à 8 heures du matin? Nous nous référons donc aux politiques traditionnelles, disant oui, à la banque, oui, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas là à 8 heures pour ouvrir l'agence, alors vous ne pouvez pas être directrice d'agence. Donc, de petites choses, de petites règles, de petits cadres qui ont été mis en place dans l'organisation doivent changer. C'est là où je retourne à l'idée donc de la masculinité positive et ce que nous faisons la promotion dans la banque rurale. Alors, de réfléchir à la situation de manière différente. Est-ce que le directeur de banque, le directeur doit être celui qui détient les clés? Est-ce que nous ne pouvons pas juste être un peu plus souples et dans ces petites choses que nous faisons pour prendre en compte les exigences, les besoins des femmes qui aspirent à évoluer? Il faut prendre des exemples très simples. Chaque homme dans sa femme a eu une chef femme, et c'était sa mère. Le premier leader de chaque homme est une femme, sa mère. Et à partir du moment où vous retournez à ces vérités simples, immuables de la vie, vous pouvez parler à chaque personne, quel que soit son niveau d'éducation, son niveau d'exposition internationale, et les choses commencent à prendre du sens. Et lorsque les choses commencent à prendre du sens pour chaque individu, c'est là où vous commencez à faire la différence. Et voilà notre parcours. Et je suis très heureux de partager ceci avec vous aujourd'hui pour que notre organisation, regardons, puisse être catalysatrice de ces femmes qui aspirent à avoir de grandes carrières et faire porter cette organisation au niveau où nous voulons le porter. Ça ne s'arrête pas là. J'ai aimé l'idée, pourquoi est-ce que nous parlons toujours des femmes qui financent, pourquoi est-ce que nous parlons des finances des femmes en termes de microfinance? Et c'est vrai, et c'est la première fois que je l'entends, il y a 5 minutes. Et en fait, nous devons casser ces chaînes de pensée. Une des personnes ici parlait de Konakapo. Il y a une bonne image de Monique Lloyd sur l'expérience que vous avez. Morna, l'histoire de Morna, et j'espère que j'ai bien compris. Corrigez-moi si je me trompe, c'est une femme merveilleuse. Elle a commencé une compagnie il y a 25 ans d'exploration et a reçu un financement donc
pendant 19 ans avant de trouver la moindre once de cuivre. Aujourd'hui, elle a 5 milliards de revenus et contribue à 10% au PIB du RDC, conduite par une femme, cette entreprise. Fantastique. Mais nous ne pouvons pas prendre juste Nora. Nous devons accompagner les banques. Les banques devront accompagner cela. Nous devons aussi reconnaître de ce qui doit être fait parce qu'en Afrique, les traditions sont que ce sont les femmes qui vont marcher avec les légumes pour les vendre, pour nourrir ses enfants. Et ces normes sociales et ces normes culturelles qui ont été héritées depuis des générations sont toujours en place. Et nous devons nous en occuper. Alors, avec nous ici, il y a Perros Bello, qui est la fondatrice de MUFA, une organisation de microfinance incroyable que la Banque mondiale soutient avec fierté. Et j'espère que nous pourrons faire davantage ensemble. Alors, c'est donc la capacitation des femmes au bas de la pyramide. Elle a lancé un défi de mon directeur de risque d'une banque traditionnelle lorsqu'elle a dit à mon directeur de risque que son taux donc, de défection était de 3%. Sur les 5 ou 6 centres qu'elle a montés en DRC, avec des taux qui vont de entre 5 000 $. Et j'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux, écouter l'histoire de ces femmes. Vous serez impressionné par leur connaissance financière. En fait, c'est vraiment incroyable leur connaissance financière pour des gens qui n'ont jamais eu accès à l'éducation. Et cela, c'est la vraie valeur de, je crois, qui est le banking. C'est ce que je crois est l'empowerment. Et donc, avant que... mais l'essence réelle du banque, de la banque, c'est donc dans la rue, faire le bien et donner le pouvoir aux humains pour qu'ils puissent donc réaliser ces performances. Merci infiniment, Dieu vous bénisse et faisons de telle sorte que des choses merveilleuses puissent continuer à se produire. Merci.